14 juin 2023, 22h55. Une maison dans une banlieue tranquille de Melbourne. Les parents rentrent plus tôt que prévu. Le berceau d'Evie est vide. La caméra a enregistré quelque chose d'étrange. La nounou Lorraine avec Evie dans ses bras, puis soudain, l'obscurité. La caméra s'éteint. Le système de sécurité est intact, aucune trace d'intrusion. L'enfant a simplement disparu, comme s'il s'était évaporé. Cette affaire a commencé par un appel à la police à exactement 23h01. Une voix masculine, calme, froide, légèrement tremblante. Notre fille n'est pas à la maison. L'adresse est donnée clairement. L'opérateur redemande les détails. L'alarme est intacte? Les portes d'entrée sont verrouillées? Oui, tout était comme ça. Les parents étaient absents pendant seulement 4 heures. Ils sont rentrés plus tôt que prévu. La soirée était trop calme. Le chat est enfermé dans la buanderie, où il n'est jamais enfermé. Quelqu'un a manifestement fermé la porte en quittant la maison. C'est le premier soupçon. La police arrive exactement 7 minutes plus tard. Silence. Ordre. Pas de signe de lutte. Les objets sont à leur place. Et un petit détail, mais essentiel. La caméra Wi-Fi interne a enregistré la dernière scène à 22h13. La nounou, Lorraine P., tient Evie dans ses bras. Quelques secondes plus tard, la caméra se déconnecte. Selon les journaux du réseau, l'alimentation a été coupée manuellement. La dernière adresse MAC enregistrée par le routeur appartient au smartphone de Lorraine. Ce qu'elle faisait à ce moment-là reste inconnu. Le voisin d'en face, M. Garrett, informe les policiers qu'il observait la maison toute la soirée et n'a pas vu la voiture de la nounou, une Hyundai Kona, quitter la propriété. Cela contredit les données de l'autoroute à péage CityLink, qui a enregistré le véhicule à 22h34. Quelqu'un se trompe ou quelqu'un ment. Les détails qui ont émergé dans les premières heures de l'enquête sont encore disparates, mais certains d'entre eux deviendront décisifs plus tard. Par exemple, le petit chat de la famille, enfermé dans la buanderie. Il est important de noter que la porte de cette pièce ne peut pas se fermer accidentellement. Il faut une main humaine. Quelqu'un l'a spécifiquement fermée en quittant la maison. Peut-être pour empêcher le chat de suivre une personne qui ne devait pas se trouver là. Un autre détail, le journal du réseau Wi-Fi. À 22h14, le smartphone de Lorraine s'est déconnecté du réseau. Cela confirme que Lorraine était la dernière personne à avoir eu un contact avec la caméra. Pourquoi la nounou avait besoin d'éteindre la caméra, ce n'est pas encore clair. Il y a encore une énigme. Monsieur Garrett. Il était le seul voisin qui observait la maison toute la nuit. Il affirme que la voiture de la nounou n'est jamais sortie. Mais pourquoi CityLink a-t-il enregistré une sortie? L'un des témoignages est faux. Lorsque la police examine les premiers témoignages, 2 personnes se retrouvent au centre de l'attention. La première, figure évidente. La nounou, Lorraine P., elle-même. Elle est le seul adulte dans la maison, à part les parents absents. Les caméras montrent sa silhouette avec Evie dans les bras. Son smartphone est le dernier à s'être déconnecté du réseau Wi-Fi et c'est sa voiture qui a été enregistrée sur l'autoroute à péage peu après la disparition. Mais il y a une deuxième personne dont le témoignage soulève des questions. Le voisin M. Garrett. Il affirme trop catégoriquement que la voiture n'a pas quitté la propriété. Cette contradiction est si forte que la police ne peut l'ignorer. Mais ce que Garrett pourrait cacher n'est pas encore clair. À ce stade, il n'est qu'un témoin, mais ses paroles sont déjà perçues avec prudence. Les premières erreurs sont inévitables dans toute enquête. Un jeune officier remarque un détail qui lui semble important. Garrett pourrait s'être trompé sur l'heure à cause de sa propre caméra de surveillance. Il s'avère que l'horloge de la caméra de M. Garrett retarde de 12 minutes. Cela semble être une explication importante des incohérences dans son témoignage. Il a peut-être simplement manqué le moment où la voiture est sortie. L'enquête penche temporairement vers cette version. Garrett reste au statut de témoin,
les soupçons se déplacent vers Lorraine. L'enregistrement vidéo et le journal Wi-Fi de son côté sont plus convaincants que l'horloge erronée du voisin. Mais cette version est trop superficielle pour être définitive. À 22h59, quelques minutes seulement après le premier appel des parents, un autre appel arrive au numéro d'urgence 000. La voix est déformée, comme si elle avait été délibérément passée à travers un appareil. Les mots sont courts, mécaniques. Elle est en sécurité. N'appelez pas la police. À ce moment, un son est à peine perceptible en arrière-plan. Des pleurs silencieux. Mais la ligne est immédiatement coupée avant que l'opérateur ne puisse fixer la géolocalisation exacte de l'appel. L'anonyme parle sans émotion, comme s'il lisait des instructions. Cela change complètement la direction de l'enquête. Une chose est maintenant claire. L'affaire n'est pas aussi simple qu'elle le semblait initialement. Il y a manifestement quelqu'un d'autre impliqué, en plus de la nounou et des voisins. La police se réorganise rapidement. L'enquête se divise en 2 branches parallèles. Le premier groupe commence la recherche urgente de la nounou Lorraine, qui a disparu presque en même temps que la disparition. Le deuxième groupe étudie la source de l'appel anonyme, essayant de déterminer qui a signalé qu'Evie était en sécurité et pourquoi. On ne sait même pas encore si l'enregistrement était authentique ou préparé à l'avance. Maintenant, l'enquête suit 2 voies, chacune pouvant mener à des résultats complètement différents. L'enquête s'accélère. Tandis que la police poursuit la silhouette mystérieuse de la nounou Lorraine, un autre groupe étudie attentivement l'entourage de la famille S elle-même. Le comportement des parents attire l'attention des enquêteurs. Jordan et Mo sont visiblement tendus, ce qui semble naturel dans de telles circonstances. Cependant, plus la police avance dans l'analyse de la situation, plus apparaissent des moments que les époux préfèrent taire. Le premier indice apparaît par hasard, lorsque les enquêteurs vérifient les messages sur les appareils mobiles des parents. Un technicien de police découvre une chaîne de SMS envoyée par May la veille de la disparition d'Evie. De ces messages, il devient évident que derrière les coulisses d'une vie familiale paisible se cachait une tension financière. Mais a refusé à Lorraine une augmentation de salaire pour des heures supplémentaires. La réponse était directe et catégorique. « Lorraine, tu connaissais les conditions à l'avance. Nous payons exactement ce dont nous avons convenu. Sans exception. » Ce message de May est suivi d'un texte de Jordan, envoyé à Lorraine le même jour quelques heures avant l'incident. « S'il te plaît, reste jusqu'à 23h aujourd'hui. C'est important. Nous avons un dîner d'affaires. Nous sommes en retard. Nous paierons les heures supplémentaires plus tard. » Cependant, il ne donne aucune précision ou promesse concernant un nouveau taux. Cela contredit clairement les paroles de sa femme. Ce qui est encore plus étrange, pourquoi les époux ont-ils décidé de ne pas mentionner ces messages à la police lors du premier interrogatoire? C'est peut-être un détail. Peut-être pas. Un examen plus approfondi des documents financiers de la famille ajoute une autre couche d'incertitude. Les registres comptables de l'entreprise de Jordan pour juin montrent une prime importante, exactement 25 000 $ australiens. Une somme significative qui aurait pu suffire à résoudre tout problème de paiement avec la nounou. La police note prudemment ce fait, sans tirer de conclusions trop hâtives. Mais pourquoi alors y a-t-il eu une dispute sur l'argent, si ce n'était manifestement pas un problème pour Jordan? Les enquêteurs commencent à élaborer une version plus complexe, essayant d'exclure d'éventuelles motivations financières. Une des hypothèses courantes surgit. Les parents auraient-ils pu mettre en scène la disparition d'Evie pour obtenir de l'argent d'une police d'assurance? L'avocat de la famille fait immédiatement une déclaration qui sonne sèche et officielle. La famille S n'a pas de police d'assurance directement liée à Evie. Ils n'ont pas planifié et n'ont pas la possibilité d'obtenir un gain financier de cet événement triste. La déclaration sonne convaincante et concise. Cependant, les enquêteurs expérimentés savent que les paroles des avocats peuvent cacher la vérité ou faire partie d'une stratégie juridique bien pensée. La famille reste au statut de témoin, mais leur situation financière et leurs étranges omissions créent progressivement autour d'eux une atmosphère de méfiance. Parallèlement aux actions de la police,
une nouvelle rumeur apparaît dans l'espace médiatique. Un journaliste freelance, connu pour ses enquêtes scandaleuses, publie un article qui parle d'une chute brutale des actions de l'entreprise où travaille Jordan. Selon la version du journaliste, Jordan aurait pu utiliser un incident familial bruyant pour détourner l'attention de la presse et des analystes financiers des problèmes de l'entreprise. L'article se répand rapidement sur les réseaux sociaux, intensifiant l'intérêt du public. Cependant, il n'y a pas de preuves concrètes dans la publication. Juste une chaîne de coïncidences, de soupçons et de sources anonymes. La police accueille ce matériel avec réserve. L'enquête ne peut ignorer un tel signal, mais n'est pas prête à faire entièrement confiance aux spéculations journalistiques. La police ne fait pas de commentaires officiels, et le journaliste perd intérêt, se tournant vers de nouvelles sensations. Néanmoins, dans l'atmosphère autour de la famille S, apparaît une légère teinte de scandale, capable d'influencer l'attitude de la société envers ce qui se passe. Alors que l'attention est concentrée sur les subtilités financières et les contradictions familiales, une preuve totalement nouvelle apparaît de manière inattendue. L'un des enquêteurs, en revoyant les enregistrements vidéo, découvre un moment important. Dans le salon de la maison, il y a une veilleuse avec une caméra intégrée qui était auparavant considérée comme insignifiante, car la famille ne l'utilisait presque pas. Il s'est avéré que la caméra fonctionnait quand même et a capturé des images prises à 22h20, 7 minutes seulement après la déconnexion de la caméra Wi-Fi principale. Sur l'enregistrement, on voit clairement une silhouette masculine, complètement différente de Lorraine. La personne est plus grande, vêtue d'une veste de style différent. Il est impossible de distinguer le visage, mais une chose est évidente. Quelqu'un d'autre était dans la maison le soir de la disparition d'Evie. Cela change radicalement l'équilibre des forces dans l'enquête. Jusqu'à présent, la police s'était principalement concentrée sur la nounou. Maintenant, il est clair qu'il y a quelqu'un d'autre, dont la présence n'a pas été remarquée par la famille ou qu'elle a décidé de ne pas mentionner. Comment cette personne a pénétré dans la maison sans perturber le fonctionnement de l'alarme et sans laisser de traces évidentes d'effraction, ce n'est pas encore clair. Les enquêteurs envoient immédiatement l'enregistrement de la veilleuse pour une analyse numérique approfondie afin de restaurer les détails de l'apparence de l'inconnu. Parallèlement, la police convoque Jordan et May pour un nouvel interrogatoire, prévoyant de vérifier ce qu'ils diront maintenant que l'enquête dispose de nouveaux faits. Les questions de la police sonneront différemment, compte tenu des détails découverts que les parents ont préféré taire. Tôt le matin, alors que l'enquête semblait suivre des directions déjà connues, il y a un tournant brusque des événements. À 07h58, après une nuit de recherche continue à l'aide de drones, la caméra thermique de l'un des drones a détecté une faible source de chaleur dans les buissons, à environ 1 km de la route. Immédiatement, un groupe d'enquêteurs a été envoyé sur place, qui a rapidement découvert ce qui a changé tout le cours de l'affaire. C'était un porte-bébé, exactement celui qui avait disparu avec Evie. Le porte-bébé était posé soigneusement, comme s'il avait été délibérément placé dans un endroit discret, caché des regards indiscrets, mais facilement détectable depuis les airs. Le médecin légiste, arrivé sur place avec les policiers, a immédiatement noté que le tissu du porte-bébé était complètement sec. Il n'avait pas plu de toute la nuit, donc le porte-bébé n'a pas été mis là par hasard et certainement pas dans la précipitation. Quelqu'un a spécifiquement choisi cet endroit. La température d'Evie au moment de la découverte était abaissée à 35,4 degrés Celsius. Elle était vivante, mais avait clairement passé plusieurs heures à cet endroit. Pourquoi celui qui a laissé le porte-bébé a choisi précisément ces buissons et non sa voiture, où tout aurait été beaucoup plus sûr et fiable, les enquêteurs devront le déterminer. Pour l'instant, cela reste un mystère. À côté du porte-bébé, les policiers ont trouvé un sac en plastique discret, scellé avec du ruban adhésif gris de construction. À l'intérieur du sac se trouvait un téléphone mobile jetable bon marché et une feuille de papier pliée plusieurs fois. Sur la feuille se trouvait un court message, ressemblant à un brouillon de SMS, 300K, ou « J'appelle la presse ». La note était écrite de manière inégale, d'une écriture hâtive, mais suffisamment lisible pour comprendre immédiatement. Il s'agit ici de grosses sommes d'argent et d'une menace de publicité.
Qui était le destinataire de ce message et ce que signifient ces chiffres? Personne ne l'a encore commenté. La police ne se précipitait pas pour tirer des conclusions, se concentrant sur les faits. Une question s'est immédiatement posée. Le porte-bébé avec Evie a-t-il été abandonné dans les buissons intentionnellement, selon un plan précis? Ou cet acte était-il spontané, forcé par les circonstances? La réponse à cette question a été donnée par le médecin légiste après un examen initial du lieu de la découverte. Selon lui, l'état du tissu et le tableau général de ce qui s'est passé témoignaient que le porte-bébé avait été laissé consciemment, sans hâte ni chaos. L'endroit avait été choisi à l'avance. Même le fait que les buissons se trouvaient loin de la route témoignait d'actions réfléchies. Cette affirmation changeait immédiatement la perception de la situation. Quelqu'un voulait manifestement que le porte-bébé soit découvert. Mais pourquoi précisément de cette manière et précisément ici? L'enquête devait le déterminer plus tard. Pour l'instant, la police a enregistré ce fait, sans donner de commentaires sur les motifs. L'enquêteur Wilkes, qui dirigeait le groupe chargé de la découverte du porte-bébé et du sac, a immédiatement avancé son hypothèse. Le téléphone mobile avec la note n'était qu'un appât pour détourner l'attention. Wilkes a exprimé l'opinion que les ravisseurs étaient probablement deux. Cela expliquerait la complexité et l'ambiguïté de tous les événements précédents. Il a ordonné à son groupe de vérifier immédiatement tous les anciens employeurs de Lorraine. Selon lui, la nounou ne pouvait pas agir seule. Sûrement quelqu'un de ses connaissances de ses anciens lieux de travail pourrait avoir un lien avec l'extorsion. L'enquête a pris cette version en considération, créant rapidement une liste des personnes potentielles. Cependant, aucun nom ou prénom concret n'a été communiqué à la presse ou au public, laissant ce travail en coulisses. Cependant, bientôt la version de Wilkes sera remise en question. Pendant ce temps, dans le laboratoire de criminalistique se passait quelque chose qui a rapidement réduit à néant l'hypothèse de plusieurs participants à l'enlèvement. Les experts ont soigneusement examiné le sac et le ruban adhésif avec lequel il était scellé. Sur la surface collante, une seule empreinte digitale distincte a été trouvée, appartenant à Lorraine P. elle-même. C'était un moment extrêmement important. Aucune trace étrangère ou ADN n'a été trouvée sur le sac. Le fait que seules les traces de Lorraine ayant été découvertes sur le sac et le téléphone réduisait fortement le cercle des suspects. Il semblait que Lorraine agissait seule. Et bien que cette confirmation rejetât la théorie des complices, la police ne se hâtait pas de tirer une conclusion définitive. Trop de questions restaient sans réponse, et la découverte d'une empreinte ne pouvait pas complètement lever le mystère. Maintenant, le groupe d'enquête a changé de tactique. Non seulement la personnalité de Lorraine, mais aussi son histoire financière sont devenues suspectes. La police demande un accès élargi aux comptes bancaires et au portefeuille numérique de la nounou. Les microprêts, qui avaient été révélés précédemment, sont devenus le point de départ d'une nouvelle direction d'enquête. Les enquêteurs ont commencé à étudier les transactions, en particulier celles qui passaient par des applications de paris. Ces données pouvaient influencer considérablement la compréhension du motif des actions de Lorraine. Au moment de l'arrestation, la police connaissait déjà absolument tout. Le plan de Lorraine était simple et direct. Prendre Evie pour quelques heures, la cacher près de la maison, attendre le matin et envoyer un message exigeant une grosse somme. Le chiffre de 300 000 $ australiens n'avait pas été choisi par hasard. C'est à peu près ce que la famille S pouvait se permettre sans attirer l'attention des forces de l'ordre ou des structures bancaires. Cela explique la note trouvée précédemment dans le sac avec le téléphone jetable. L'ombre masculine mystérieuse qui troublait l'enquête et jetait des soupçons sur une inconnue tierce personne a été complètement expliquée par un expert en vidéosurveillance. L'ombre s'est avérée être une simple distorsion optique, le reflet de Jordan lui-même, accidentellement capturé dans la vitre de la fenêtre du salon. L'analyse numérique a pleinement confirmé cette hypothèse. Il n'y avait pas de silhouette supplémentaire ni de second participant. Toute la chaîne de preuves menait exclusivement à la nounou. La photo Instagram préparée à l'avance, avec laquelle Lorraine essayait de se créer un alibi, s'est avérée être un faux. Les métadonnées de la photo avaient été réécrites à l'aide de l'application Timestamp Editor. La substitution avait été effectuée habilement,
Mais l'expertise technique a rapidement révélé des manipulations des traces numériques. À ce moment, la version de Lorraine s'est complètement effondrée. Après avoir obtenu un accès complet aux transactions bancaires de Lorraine, la police a reconstitué une image claire des motifs du crime. Le montant des dettes s'est avéré significatif, 14 500 $ australiens, dépensés en peu de temps en Paris sur des applications de bookmaker pour des matchs de la Ligue australienne de football, AFL. La carte de crédit de Lorraine avait déjà été gelée par la banque en raison de non-paiements réguliers, ce que confirmaient les rapports financiers et les relevés de sa banque. Le matin du 14 juin, quelques heures avant le début de la journée de travail chez la famille S, Lorraine a acheté un téléphone jetable en espèces dans un petit magasin d'électronique en périphérie de la ville. C'est de cet appareil qu'était prévu l'envoi du message exigeant de l'argent. La nounou avait préparé à l'avance le téléphone et la note, espérant que tout se passerait bien et que personne ne chercherait de piège. Cependant, la réalité a rapidement changé ses plans. Le porte-bébé avec Evie a été laissé dans les buissons non pas par hasard, mais intentionnellement et froidement calculé. Quand Lorraine a réalisé que la température dans sa voiture baisserait en dessous de 10 degrés Celsius pendant la nuit, elle a compris que le capteur médical d'Evie, lié à l'application des parents, pourrait se déclencher et déclencher une alarme si les indicateurs vitaux se détérioraient brusquement. Lorraine ne pouvait pas permettre que l'alarme soit déclenchée avant qu'elle n'envoie sa demande d'argent. C'est pourquoi le choix s'est porté sur un endroit abrité dans les buissons, où le porte-bébé pouvait être facilement trouvé le matin, mais pas avant que ce ne soit nécessaire. La fin est arrivée rapidement et inévitablement. Le 16 juin, à 10h34 du matin, les forces spéciales ont fait irruption dans une maison louée à Galestone, celle-là même que Lorraine avait réservée une semaine auparavant. La nounou a essayé de s'enfermer dans la salle de bain, cherchant à détruire l'élément principal de sa culpabilité, le téléphone mobile jetable. Pour cela, elle avait préparé à l'avance de l'acide pour nettoyer les tuyaux, dans lequel les appareils numériques se dissolvaient rapidement. Cependant, la police a agi plus vite que Lorraine n'a pu achever son intention. L'appareil a été partiellement endommagé, mais les experts numériques ont pu récupérer les données, confirmant ainsi l'extorsion préparée. Le fait même de la tentative de destruction de preuves a ajouté une certitude définitive de la culpabilité de Lorraine. Après ce moment, elle n'a plus nié l'évidence, renonçant à toutes explications et se refermant dans le silence. Le procès judiciaire de l'affaire a duré plusieurs mois, mais la décision a été claire et sans équivoque. Le 19 février 2024, le verdict a été officiellement prononcé. Lorraine P. a été reconnue coupable et condamnée à 17 ans d'emprisonnement avec une période minimale de détention de 10 ans. Au moment du prononcé du verdict, elle n'a manifesté aucune émotion, ni surprise, ni regret, ni repentir. Tout était terminé. L'affaire est officiellement close. Le 22 septembre 2001, sur une section déserte de la route B180, un minibus transportant 5 membres de l'équipe de Pom-Pom Girls, Condors, a disparu. Ni les traces des participantes, ni celles du véhicule n'ont pu être retrouvées. Des années plus tard, l'enquête a pour la première fois remis en question la version officielle, ouvrant un chapitre complètement nouveau de cette affaire. Le 22 septembre 2001, sur une section déserte de la route B180, un minibus se dirigeant vers le nord a disparu. Dans le bus se trouvaient 5 membres de l'équipe de Pom-Pom Girls, de l'équipe sportive locale Condor. Leurs noms figuraient dans les rapports officiels, mais leur âge était soigneusement éludé. La police était convaincue. Le bus ne pouvait pas simplement disparaître sans laisser de traces sur une route fréquentée. Mais ni cette nuit-là, ni les jours suivants, on n'a pu découvrir la moindre trace de ce qui s'était passé. Les détails de l'incident n'ont pas été révélés publiquement, mais les rumeurs ont commencé à se répandre instantanément. Dans le communiqué officiel, il n'y avait qu'une seule phrase : les recherches continuent. Cependant, les rapports d'enquête ont enregistré un fait curieux. Sur toute la longueur de la route, ni les caméras ni les témoins n'ont enregistré quoi que ce soit d'inhabituel. Le bus semblait avoir disparu dans le vide, ne laissant derrière lui qu'une attente inquiète
et une incertitude angoissante. La dernière annotation faite par le conducteur du bus dans la feuille de route était à 20h25. Dans ce bref protocole, il indiquait que l'enseignante avait été déposée plus tôt, vers 20h15, 10 minutes avant la dernière annotation. Ce soir-là, selon le témoignage du conducteur, la route était complètement déserte. Détail important. À cette période, la couverture mobile en dehors des grandes zones peuplées dans la région B180 était pratiquement inexistante. La société Claro venait juste de commencer à installer ses antennes en 2001 et le signal le long de la route était pratiquement inexistant. Il était impossible de contacter les participantes. Aucune d'entre elles ne possédait de téléphone portable, ce qui était d'ailleurs typique pour cette époque et cet endroit. Les parents, qui attendaient que le retour de leurs proches à la maison, ont été les premiers à donner l'alerte vers 22h. Ils n'ont reçu qu'un bref message de l'enseignante, délivré par téléphone fixe. Le bus est déjà en route, elles seront bientôt là. Mais au bout d'une heure, l'attente s'est transformée en inquiétude. Et à minuit, les parents se tenaient déjà aux portes de la police. Initialement, l'enquête a considéré la version principale et la plus logique, la fugue. La déclaration officielle de la police était sèche et distante. Nous examinons la possibilité d'un départ volontaire dans le but de se rendre sur la côte nord, connue à l'époque comme point de transit pour le commerce illégal. Les enquêteurs n'ont pas précisé pourquoi cette version était prioritaire. Cependant, dès le soir du lendemain, les journaux locaux n'écrivaient plus que sur les fugitives. Cette version était commode pour tous. Elle ne nécessitait pas de longues explications et la région B180 était effectivement connue pour l'activité de structures criminelles opérant dans l'ombre de la côte. Malgré son apparente logique, les habitants locaux ont accueilli cette version avec prudence. Ils connaissaient les familles des participantes et les rumeurs sur une fugue leur semblaient inventées. Mais la ligne officielle est restée inchangée. Le témoin clé était le conducteur du bus, Sergio O. Selon son témoignage, le bus est arrivé aux portes de l'école exactement à 21h, après quoi il s'est dirigé vers le parking, s'assurant que toutes les passagères avaient quitté le véhicule. Le gardien du campus a confirmé le témoignage du conducteur. Il a vu le bus arriver, il a vu les filles sortir, et il a fermé les portes de l'école exactement à 21h10. Ces témoignages sont devenus fondamentaux, et l'enquête n'avait aucune raison de les remettre en question. La vérification des documents et des feuilles de route a confirmé que les paroles du conducteur coïncidaient avec les informations officielles obtenues du gardien. La police n'a eu aucune question. Le conducteur, qui n'avait pas eu de problème avec la loi auparavant, a été reconnu comme un témoin fiable, et les enquêteurs l'ont confiant exclu de la liste des suspects. 8 jours après la disparition, le bus a été officiellement déclaré volé. La compagnie d'assurance, de façon inattendue pour le public, a déclaré son enquête interne confidentielle. Les journalistes se sont vus interdire l'accès à toute information. Cette déclaration est devenue la première fissure alarmante dans la version officielle, provoquant une vague de doutes silencieux parmi ceux qui suivaient attentivement la situation. Pourquoi la compagnie d'assurance, qui est normalement intéressée par la transparence maximale de tels cas, a-t-elle soudainement décidé de cacher les détails de son enquête ? Cette question est restée en suspens. Au cours des semaines suivantes, la tension a augmenté. Sans commentaire ni explication officielle, le public s'est plongé dans une attente silencieuse. La situation semblait étrange, mais personne ne savait exactement sur quoi porter son attention. Trop peu de faits étaient au révélé. Trop de questions restaient sans réponse. Ce silence, qui semblait initialement procédural et standard, deviendra des années plus tard la cause de la première fissure sérieuse dans la version du départ volontaire des membres des Condors. Mais à l'époque, en 2001, personne ne pouvait imaginer que l'histoire, qui semblait à première vue simple et claire, commencerait bientôt à se révéler sous un angle complètement différent. Les faits qui étaient restés en dehors de l'attention initiale émergeaient progressivement, générant de nouvelles versions, questions et doutes. L'enquête, qui semblait initialement claire et sans équivoque, a commencé lentement, mais inexorablement, à prendre un tournant complètement différent
amenant même les observateurs les plus sceptiques à se demander: la version officielle n'était-elle pas trop commode pour être vraie? Des années plus tard, ce silence deviendra la première fissure dans la version officielle de la fugue. À l'époque, en 2001, les protocoles se taisaient, les témoignages semblaient crédibles et personne ne prêtait attention aux détails. Mais un mois après l'incident, une circonstance étrange surgit, que la police n'a pas jugée importante à ce moment-là. Et ce fut une erreur. Un mois après la disparition, Sergio O, ce même conducteur de bus, démissionne soudainement de la compagnie de transport et déménage dans la ville calme et discrète de Calama. Normalement, un tel déménagement n'aurait pas attiré l'attention, si ce n'était pour une circonstance. En démissionnant, il a volontairement renoncé à passer l'examen médical obligatoire. Sergio a effectivement rendu sa licence de conducteur sans même faire une simple analyse de sang. Ce fait n'a pas été divulgué par la police et n'est pas paru dans les journaux. Mais c'est précisément ce détail qui préoccupera pendant de nombreuses années ceux qui ont ultérieurement réexaminé les éléments de l'affaire. Pourquoi le conducteur, dont la réputation était apparemment irréprochable, quitte-t-il si précipitamment la ville et renonce-t-il au droit d'exercer sa profession? Cet acte est passé inaperçu à l'époque, bien que des années plus tard, il deviendra un détail important dans la révision des versions officielles. Dans les archives de la société de transport Andes Tour, où travaillait Sergio O pendant de nombreuses années, un document discret a été conservé, daté de juillet 2001, 2 mois avant l'incident. Le document était un enregistrement d'une sanction disciplinaire à l'encontre du conducteur pour excès de vitesse sur un tronçon éloigné de la route, alors qu'il transportait un groupe de jeunes sportives d'une autre équipe. Il est important de noter qu'à ce moment-là, il s'en est tiré avec un avertissement verbal, et l'affaire a été rapidement étouffée. Pour la police et l'enquête en 2001, ce fait semblait insignifiant et insuffisant pour reconsidérer sérieusement la réputation du conducteur. Après tout, sa caractérisation restait positive, et c'était le seul épisode connu d'infraction disciplinaire dans toute sa carrière. Mais le document était conservé, s'empoussiérant silencieusement dans le dossier, attendant son heure. Lors du premier et unique interrogatoire du conducteur en 2001, l'enquêteur a demandé à Sergio son état physique le jour de la disparition. Les protocoles enregistrent sèchement les paroles du conducteur. « Je souffrais de migraines chroniques, les crises pouvaient affecter mon état au volant. » Mais dans son dossier médical, minutieusement étudié par l'enquête, il n'y a aucune mention de migraine. Les documents médicaux confirmant ces paroles étaient totalement absents. La police n'accordait pas alors une importance particulière à ce fait, car le chauffeur ne présentait aucun signe de comportement anormal et les témoins confirmant qu'il paraissait tout à fait normal le jour de l'incident. La contradiction entre ces déclarations orales et les documents a été laissée sans vérification ni question supplémentaire. Ce petit fait paradoxal est également resté dans les archives, attendant sa révélation. L'enquêteur principal sur l'affaire de la disparition était un policier expérimenté du nom de Lira. C'est Lira qui a apposé sa signature sur le rapport clé qui deviendra plus tard le principal argument pour la défense du chauffeur. Signes habituels d'épuisement émotionnel d'un chauffeur travaillant par rotation. Dans ce rapport, il n'y avait aucune allusion à un acte criminel et Sergio lui-même était complètement exclu du cercle des suspects. La conclusion de l'enquêteur sonnait de manière convaincante et tranquille, satisfaisant pleinement les demandes de la police et du public. Sa conclusion fermait toutes les questions possibles sur la personnalité du chauffeur et permettait à la police d'avancer, le considérant comme vérifié et innocent. L'affaire semblait résolue. Cependant, personne n'a alors prêté attention à l'exclusion trop évidente et rapide du chauffeur des suspects. Le protocole de Lira semblait convaincant, mais il était trop commode et trop opportun pour éveiller les soupçons. De nombreuses années plus tard, en 2019, lorsque l'affaire a de nouveau attiré l'attention d'un nouveau comité d'enquête, un fait que personne ne s'attendait à entendre a été découvert. L'enquêteur Lira, qui avait mis le point final à l'affaire du chauffeur, s'est avéré être étroitement lié à la famille de Sergio lui-même. Dans les archives de la cathédrale de la ville, on a trouvé un enregistrement selon lequel Lira était le parrain du fils unique du chauffeur. Cette connexion pouvait signifier beaucoup.
Peut-être que ce sont précisément les relations personnelles qui ont influencé la décision de l'enquêteur de clore si rapidement et si catégoriquement la ligne d'enquête sur Sergio. Personne ne le savait avec certitude, mais la simple découverte de ce lien a changé l'attitude envers les anciens protocoles et toute l'affaire en général. À l'époque, en 2001, personne n'a prêté attention à cette proximité, car le lien était personnel et n'avait pas d'importance officielle pour l'enquête. Mais c'est précisément ce détail qui amènera plus tard beaucoup à reconsidérer leurs évaluations de ce qui s'est passé. Cependant, à l'époque, en septembre 2001, le fait de cette connexion est de rester complètement en dehors des documents et protocoles officiels. La version liée à l'épuisement émotionnel du chauffeur semblait plausible, commode et surtout parfaitement documentée. Mais avec le temps, il deviendra clair. Ces petits détails et particularités qui sont restés inaperçus ou délibérément ignorés remonteront bientôt à la surface et forceront à regarder cette affaire différemment. En attendant, dans les premiers mois après l'incident, l'enquête officielle avançait avec confiance, sans se retourner sur les détails qui s'avéreraient décisifs dans le futur. Pendant près de 2 décennies, tous les soupçons concernant la disparition du bus sur la route B180 étaient concentrés exclusivement sur la figure du chauffeur, Sergio O. Cependant, lorsque l'enquête a repris, un détail totalement inattendu qui n'avait pas attiré l'attention auparavant est entré dans le champ de vision. Les enquêteurs ont commencé à examiner l'entourage de l'une des participantes de l'équipe de Pom Pom Girls disparue, Renata A. En octobre 2001, à peine une semaine après la performance durant laquelle le groupe Condors a disparu, la famille de Renata A, 13 ans, a soudainement déposé une demande d'émigration en Argentine. Les documents avaient été préparés à l'avance et datés exactement 7 jours avant que le bus ne disparaisse sans laisser de traces de la route. Coïncidence fortuite ou plan préparé? À cette question, la police n'avait pas de réponse à cette époque. Mais près de 2 décennies plus tard, cette circonstance est devenue un nouveau fait important, générant des doutes et forçant à voir différemment la version officielle de la fuite. Pourquoi la famille de la fille avait-elle préparé des documents pour émigrer à l'avance, même avant la disparition, mais ne les a jamais utilisés immédiatement après l'incident, restant vivre au Chili? Dans la déclaration officielle soumise par la famille de Renata au service d'immigration figurait comme motif « menace pour la santé d'un membre de la famille ». Cette formulation a immédiatement intéressé les enquêteurs. Cependant, lors de l'examen des documents médicaux saisis par la police auprès du pédiatre de la famille, il s'est avéré qu'aucune maladie grave ou chronique n'était notée chez Renata. Son dossier était propre, à l'exception de rhumes mineurs et d'allergies saisonnières. Ce fait contradictoire a alerté l'enquête. Formellement, les documents semblaient convaincants et légitimes, mais leur contenu contredisait les données médicales officielles. À l'époque, en 2001, ce fait n'a pas éveillé de soupçons, mais des années plus tard, il a soudainement acquis une importance particulière. En 2019, les journalistes se sont à nouveau adressés à la mère de Renata en lui demandant de commenter l'apparition inattendue de documents migratoires datés de 2001. Alors, en direct, la mère de Renata A catégoriquement déclaré « Nous ne planifions rien de tel ». Le déménagement dans un autre pays n'était même pas discuté. La réponse a sonné avec assurance et clarté. Cependant, les journalistes avaient déjà en main à ce moment-là des documents confirmant le contraire. Les papiers migratoires, qui avaient été fournis par les autorités officielles, contredisaient les paroles de la mère et la divergence semblait évidente et inquiétante. Les journalistes ont été les premiers à signaler publiquement cette divergence évidente entre les déclarations et les documents, générant de nouveaux doutes et questions auxquelles personne n'a donné d'explication convaincante. L'enquête a été contrainte de retourner aux archives et d'étudier attentivement des matériaux qui semblaient auparavant secondaires et insignifiants. Pendant que la police et les journalistes étudiaient la famille de Renata, une organisation publique de bénévoles qui avait activement aidé à la recherche des sportifs disparus dans les premiers jours après l'incident, a soudainement transmis de nouvelles informations à la police.
Les bénévoles ont informé les carabineros chiliens de rumeurs confirmant prétendument la version de la fuite des participantes de l'équipe de Pom Pom Girls vers la frontière argentine. Selon leur rapport, les filles avaient été vues près de la zone frontalière quelques jours après la disparition. Cette information semblait plausible et a complètement détourné l'attention de la police de la famille de Renata vers une possible conspiration familiale organisée pour traverser la frontière. Les bénévoles se référaient avec assurance à des habitants locaux qui auraient vu précisément ces adolescentes. La police a immédiatement organisé une vérification, mais les nouvelles recherches n'ont donné aucun résultat, ni un seul témoignage concret, ni une seule confirmation matérielle des paroles des bénévoles n'ont pu être trouvées. Néanmoins, cette fausse piste a éloigné l'enquête des doutes précédemment apparus concernant la famille de Renata. Cependant, lorsque la police a demandé des données officielles sur les passages frontaliers, le contrôle frontalier argentin n'a confirmé aucun cas d'entrée de Renata A ou de sa famille aux dates indiquées. Les données étaient impropres. Il n'y avait pas une seule marque de passage frontalier dans le passeport de Renata. Ce fait a de nouveau mis la police dans une position difficile, laissant la version des bénévoles complètement insoutenable, mais sans lever pour autant les soupçons sur la famille elle-même. Pourquoi, malgré les documents disponibles pour émigrer, la famille ne les a-t-elle jamais utilisés officiellement? Et pourquoi aucun des services officiels n'a enregistré la moindre trace de leur mouvement à travers la frontière? En 2001, ces questions n'ont pas été posées, et l'enquête a tranquillement ignoré ces incohérences, mettant les documents de côté et revenant au point de départ. Les enquêteurs se sont à nouveau retrouvés dans une impasse. D'un côté, la famille de Renata ne révélait clairement pas des détails importants, créant un terrain pour des soupçons et une nouvelle version selon laquelle la jeune fille aurait pu avoir des motifs de partir et d'entraîner les autres avec elle. D'un autre côté, aucun fait, aucun témoignage ne pouvait confirmer de manière convaincante cette hypothèse. Les documents et données officielles accumulés jusqu'alors par l'enquête ne faisaient qu'approfondir la confusion et les doutes, sans donner de réponse. Les enquêteurs sont revenus à nouveau au point de départ, forcés de reconnaître que des dizaines d'années auparavant, des détails capables d'éclairer ce qui s'était passé avaient été négligés. Mais maintenant, ces détails, qui semblaient auparavant insignifiants, obligeaient les forces de l'ordre à revoir chaque étape et chaque déclaration faite dans les premiers jours après ce fatal septembre 2001. Les enquêteurs se sont retrouvés à nouveau dans une impasse. La version de la fuite, soigneusement construite pendant des années, s'effondrait sous le poids des contradictions. Cependant, juste au moment où la police était sur le point d'admettre qu'elle était à nouveau dans une impasse, les technologies de 2019 ont ouvert un chapitre complètement nouveau dans cette histoire compliquée. En octobre 2019, lors d'une surveillance de routine de la région, des employés du SES chilien ont détecté sur des images satellites un objet inhabituel dans la zone du ravin abandonné de la Condorcha. L'opérateur a remarqué sur le moniteur les contours d'un châssis brûlé, qui ne s'intégrait clairement pas dans le paysage naturel de cette zone désertique. Un détachement de police a été envoyé sur le terrain, qui après plusieurs heures a découvert les restes métalliques d'un véhicule, caché pendant des décennies dans un ravin inhabité. Le châssis était couvert d'une épaisse couche de poussière et de sable, ce qui indiquait l'ancienneté de l'incident. À ce moment-là, personne ne savait encore quelle sensation cette découverte inattendue allait générer. Lors de l'inspection initiale, les membres de l'équipe d'enquête ont établi le numéro du moteur, profondément gravé dans le métal, et partiellement conservé sur le bloc cylindre. Les experts l'ont comparé aux archives des véhicules volés et ont bientôt obtenu confirmation. C'était le même minibus de la compagnie Andes Tour qui avait disparu le 22 septembre 2001 avec l'équipe de soutien Condor. Ainsi, la version de la fuite volontaire des sportives a reçu pour la première fois un argument matériel tangible contre elle. Cette information a été immédiatement envoyée au quartier général central de l'enquête, et la police a reconnu officiellement pour la première fois que la version du vol pourrait être reconsidérée. Cependant, ils étaient encore loin d'avoir une clarté totale. Trop de questions restaient ouvertes et le châssis du bus devait encore être examiné minutieusement. Dans les archives de l'enquête, on a réussi à trouver les résultats d'une ancienne expertise réalisée en 2002 après une découverte similaire dans une zone voisine.
À cette époque, le châssis métallique du bus trouvé avait été déclaré complètement carcasse, non sujet à identification. Les rapports de cette époque indiquaient que le numéro 20 et tout autre identifiant avaient été complètement détruits par le feu. Mais maintenant, en 2019, les experts sont revenus aux méthodes de spectroscopie de nouvelle génération. Les technologies modernes ont permis d'examiner le métal avec beaucoup plus de profondeur. L'analyse a clairement indiqué les marques résiduelles de numéros et d'identifiants, confirmant que c'était précisément ce même véhicule qui se trouvait devant l'enquête. Les technologies, non disponibles en 2002, annulaient les anciennes conclusions et changeaient complètement le cours de l'enquête. Cependant, presque immédiatement après la publication des nouvelles sur la découverte, un témoin inattendu est apparu. Un mécanicien nommé Enrique Toro. Il a déclaré à la presse qu'il avait reconnu le bus brûlé et se souvenait d'un incident qui se serait produit en 1999. Selon lui, ce même bus avait pris feu pendant le transport de passagers vers une ville voisine et il aurait personnellement démonté le châssis. Cette histoire semblait sûre et convaincante, causant une confusion momentanée. Mais la vérification effectuée par la police a rapidement établi l'incohérence de ses propos. Selon les relevés bancaires et les documents frontaliers, en 1999, Enrique Toro n'était même pas sur le territoire chilien. Il a passé plusieurs mois à l'étranger, en Argentine, où il travaillait sous contrat dans un autre atelier. Le témoignage a été déclaré faux et mis de côté, mais son apparition a brièvement dévié l'enquête de son cours et provoqué des débats publics. Malgré l'exposition rapide du faux témoin, la principale avancée dans l'enquête s'est produite lorsque, lors d'une inspection minutieuse du châssis brûlé, les spécialistes ont découvert un détail inhabituel. À l'intérieur du cadre métallique, sous une épaisse couche de rouille et de matériaux brûlés, un petit objet métallique a été trouvé. N'appartenant clairement pas à la construction du bus, cet objet s'est avéré être un insigne partiellement fondu, sur lequel on pouvait clairement lire l'inscription « Condor ». L'insigne faisait partie de l'emblème de l'équipe, fondu en aluminium et cousu sur l'uniforme des sportives. Cette découverte est devenue une preuve matérielle significative que le bus était réellement lié à la disparition de l'équipe. L'insigne brûlé a indiqué pour la première fois en près de 2 décennies la possible nature criminelle de la disparition, fermant pour toujours la version de la fuite comme unique et officielle. Cette découverte a changé le cours de l'enquête une fois pour toutes. Pour la première fois en de nombreuses années, la police a officiellement reconnu que la version concernant le départ volontaire des membres de l'équipe de soutien Condors ne pouvait plus être considérée comme principale. L'enquête a commencé à revoir activement les anciens matériaux et témoignages, ouvrant la voie à de nouvelles suspicions et versions qui semblaient auparavant incroyables. Jusqu'à présent, depuis le moment de la disparition en 2001, aucun des enquêteurs n'avait osé douter publiquement de la version officielle, qui expliquait commodément l'absence de traces et l'incertitude de la situation. Mais maintenant, grâce aux nouvelles possibilités technologiques et à la découverte inattendue dans le ravin de la Condorcet, cette version a été complètement révisée. Le moment était venu d'ouvrir de nouvelles pages dans cette longue et compliquée enquête, mais maintenant, sans regarder en arrière vers les anciennes conclusions qui, pendant de nombreuses années, avaient induit en erreur l'opinion publique et la police. Après que le châssis du bus ait été découvert et que l'ancienne version officielle ait commencé à s'effondrer, l'enquête a révisé non seulement les preuves physiques, mais aussi la documentation de l'entreprise de transport. Parmi les papiers, qui étaient restés intacts pendant des décennies dans les archives, un registre des itinéraires a été trouvé. C'est précisément ici que la police a découvert de façon inattendue une nouvelle figure, à première vue pas remarquable, mais capable de renverser l'affaire. Le répartiteur de la société de transport Andes Tour, Octavio M., dans la nuit de la disparition, a fait une correction inhabituelle dans le registre des itinéraires. Elle était brève. Itinéraire modifié, liste remise plus tard. La note a été faite post-factum, quand tous les événements s'étaient déjà produits. À ce moment-là, cela a été perçu comme une simple clarification qui ne nécessitait pas de vérification. Personne n'a posé de questions, et encore moins soupçonné que le répartiteur
falsifiait des documents. Mais près de 20 ans plus tard, cette correction a suscité de sérieux doutes chez les enquêteurs. Pourquoi précisément cette nuit-là a-t-il été nécessaire de corriger les données initiales et sur quelle base le répartiteur a-t-il fait ce changement dans le registre? Cela restait flou. L'expertise réalisée en 2019 à l'aide d'équipements modernes de graphologie a montré que la signature du répartiteur Octavio M sur la ligne avec l'horodatage 20h25 différait de sa manière habituelle d'écrire. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Soit l'enregistrement n'a pas été fait par Octavio lui-même, soit il a délibérément changé sa propre écriture, essayant de cacher le fait de la correction. Jusqu'à ce moment, l'enquête percevait les registres d'itinéraire comme des documents secondaires qui ne nécessitaient pas une vérification approfondie. Maintenant, les enquêteurs ont compris que quelqu'un essayait consciemment de diriger l'attention ailleurs et d'effacer les traces. Octavio est devenu la deuxième figure après le conducteur Sergio qui éveillait les soupçons de la police. À la fin de 2019, les enquêteurs ont de nouveau convoqué Octavio M pour un interrogatoire. À la question de savoir pourquoi il avait fait une entrée tardive, le répartiteur a répondu laconiquement « J'ai complété l'heure dans le journal suite à un appel téléphonique du chauffeur de bus, Sergio. Il m'a communiqué l'heure de l'itinéraire et j'ai simplement noté cela. » Les déclarations semblèrent convaincantes et simples, mais les enquêteurs savaient qu'à ce moment-là, le téléphone portable du conducteur était hors réseau, ce qui était confirmé par les données techniques de la compagnie de téléphonie de septembre 2001. Cette simple contradiction entre les paroles du répartiteur et les preuves techniques a de nouveau remis en question toute sa version. Néanmoins, face à l'accusation directe, le répartiteur n'a rien répondu de concret, répétant les déclarations précédemment énoncées. La question est restée en suspens, sans recevoir de réponse cohérente. Le parquet, analysant les nouveaux faits, a suggéré une version différente des événements. Le répartiteur Octavio aurait pu agir dans l'intérêt de la compagnie d'assurance, souhaitant dissimuler le fait de la responsabilité potentielle du transporteur pour la disparition du bus. Selon cette version, le répartiteur a modifié les données pour éviter le paiement d'une importante compensation. Une telle version semblait réaliste et logique. Les paiements d'assurance ont toujours été une question douloureuse pour les transporteurs, en particulier en cas de disparition de passagers. Le parquet a immédiatement envoyé des demandes à la compagnie d'assurance, cherchant à confirmer ou à réfuter son hypothèse. Cependant, aucune confirmation financière ou documentaire de collusion entre Octavio et les assureurs n'a pu être trouvée. La compagnie d'assurance a catégoriquement rejeté toute suggestion de conspiration et a fourni des rapports complets de paiement qui ne suscitaient pas de doute. Ainsi, la piste liée à la conspiration d'assurance s'est avérée fausse, bien qu'elle ait coûté un temps précieux à l'enquête. Malgré cela, au début de 2020, la police a décidé de demander l'arrestation du répartiteur Octavio pour falsification de documents officiels. Cependant, après de longues discussions, le tribunal de surveillance du Chili a rendu une décision finale qui a causé une grave déception chez les enquêteurs. Le délai de prescription pour la falsification de documents a expiré et aucune preuve reliant directement le répartiteur au meurtre ou à la disparition de personnes n'a été trouvée. Le tribunal a officiellement refusé l'arrestation d'Octavio, faisant comprendre que même une tentative évidente de dissimuler des traces après tant d'années reste impunie. Cette décision du tribunal a fortement impacté l'état moral de l'équipe d'enquête et des proches des disparus. Il est devenu évident pour tous que même un suspect manifestement pris échappe facilement à la responsabilité, protégé par la loi et la bureaucratie. L'enquête s'est à nouveau heurtée à une zone grise de responsabilité, où les preuves techniques n'avaient plus de force juridique. L'affaire s'est enlisée à une frontière indéfinie entre l'enquête criminelle et les délais de prescription. Cependant, malgré l'impuissance de la loi, les preuves techniques ont continué à s'accumuler, rapprochant progressivement l'enquête de la vérité. Ce nouvel échec est devenu un rappel important pour les enquêteurs. La loi, qui protège les personnes, devient parfois un obstacle sur le chemin de la justice. Octavio, qui s'est retrouvé au centre des soupçons, n'a formellement subi aucune punition, bien que son rôle soit devenu évident même pour les observateurs les plus sceptiques. Et tandis que le système judiciaire levait impuissamment les bras,
Les enquêteurs ont continué à recueillir patiemment de petits détails qui pourraient enfin faire la lumière sur les véritables causes de la disparition du bus avec les participantes de l'équipe Condor. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'enquête s'est retrouvée à un point où les véritables coupables pourraient échapper à la punition, non pas en raison de l'absence de preuves, mais exclusivement en raison de normes bureaucratiques que personne ne pouvait contourner. Le système a été contraint à nouveau de reconnaître son impuissance, laissant toutes les preuves techniques seulement sur papier, attendant une nouvelle chance pour la justice. Après que le répartiteur de la compagnie ait évité la punition, les enquêteurs se sont à nouveau retrouvés face à la nécessité de revoir les matériaux. Leur attention s'est graduellement tournée vers l'école liée à la disparition de l'équipe Condor. C'est précisément dans les archives scolaires, parmi des dizaines de documents comptables et d'horaires de cours, qu'a émergé le nom d'une autre personne qui n'avait pas été soupçonnée jusqu'alors. La professeure d'éducation physique Marisol G., responsable de l'accompagnement de l'équipe de Pom Pom Girls, a quitté Iquique par un vol matinal le jour de la disparition du bus. Cependant, les billets pour son vol n'ont pas été achetés par l'école elle-même, comme d'habitude, mais par un sponsor, et le fait du paiement a été par la suite complètement supprimé de la comptabilité scolaire. Cela signifiait que Marisol était partie avec l'argent du sponsor, bien qu'auparavant personne ne connaissait ce mode de financement des enseignants. Les enquêteurs ont été confrontés pour la première fois à une corruption interne soigneusement dissimulée dans l'école, et le fait de son départ précoce a remis en question ses véritables motivations. En vérifiant les documents financiers, la police a découvert une facture pour des billets d'avion payés par l'entreprise Songria Litada. Dans l'extrait de la chambre d'enregistrement du Chili, il était indiqué que le propriétaire de cette entreprise était l'oncle de Marisol G. Ce fait a été entièrement confirmé par le registre des entreprises commerciales, et les enquêteurs ont obtenu pour la première fois une chaîne documentée confirmant le lien entre la pédagogue et une source de financement inconnue. Cela ne semblait pas être une coïncidence ou une erreur. L'aide du sponsor, qui était normalement officiellement enregistrée et ouvertement annoncée, avait cette fois été soigneusement dissimulée. Cependant, la police ne pouvait pas immédiatement porter des accusations contre Marisol. Il était nécessaire de vérifier soigneusement ses motivations et ses déclarations. Lors de l'interrogatoire, Marisol G. a expliqué avec assurance et calme son départ précoce de la ville comme des vacances ordinaires, déclarant littéralement ce qui suit aux enquêteurs. « J'avais des vacances planifiées et j'ai simplement décidé de partir plus tôt, car je savais que le soir, il n'y aurait plus d'événements importants. » Cependant, après avoir vérifié l'emploi du temps scolaire, les enquêteurs ont découvert une contradiction sérieuse. Le jour même où elle est partie, un important examen de contrôle était prévu pour sa classe 7A, que l'enseignante devait faire passer personnellement. Cette incohérence contredisait fortement la version de Marisol, remettant en question sa sincérité et sa véracité. Il était évident que l'enseignante évitait délibérément des questions importantes, fournissant des versions facilement réfutables par la vérification des documents scolaires. En essayant de révéler les motifs de la dissimulation possible d'informations, les enquêteurs ont avancé la version selon laquelle l'argent de l'oncle pourrait être un paiement pour son silence. La police a étudié attentivement les transactions bancaires de l'entreprise Songria Litada pendant toute l'année, essayant de découvrir des transferts ou paiements suspects qui pourraient nous confirmer cette hypothèse. Cependant, après une vérification minutieuse, il est apparu que tous les paiements de l'entreprise de l'oncle de Marisol étaient dirigés exclusivement vers le compte caritatif officiel de l'école. L'argent était absolument propre, et la version sur le lien corrompu entre la pédagogue et le sponsor a instantanément perdu toute base. Une autre piste prometteuse qui aurait pu éclairer ce qui s'était passé s'est avérée être une autre impasse. Malgré l'absence de preuves de corruption directe, la police a décidé de mener une vérification supplémentaire de tous les matériaux vidéo disponibles liés aux entraînements de l'équipe de Pom Pom Girls à la veille de la disparition. C'est alors, lors d'une vérification de routine des enregistrements d'archives des cours scolaires, que les enquêteurs ont trouvé une vieille cassette vidéo avec un entraînement qui, semblait-il, ne présentait aucun intérêt. Cependant, en examinant cet enregistrement, les officiers de police ont remarqué un moment inhabituel.
Exactement à 19h55, une demi-heure avant que le chauffeur ne note la dernière entrée dans le journal de bord, Marisol G. a soudainement interrompu l'enregistrement, après quoi elle a rapidement emmené tous les membres de l'équipe hors de portée de la caméra. Cela semblait suspect, comme si l'éducatrice cachait délibérément ce qui s'est passé ensuite. La cassette est soudainement devenue une preuve matérielle clé, ouvrant une nouvelle perspective sur les événements qui ont précédé la disparition du bus. Après la découverte de l'étrange enregistrement vidéo, l'équipe d'enquête a immédiatement envoyé la bande pour une analyse technique approfondie. Les experts ont commencé à numériser et à étudier chaque image au ralenti, essayant de récupérer tout détail qui pourrait expliquer les actions de Marisol G et les circonstances de son interruption soudaine de l'enregistrement. La nouvelle approche technique a permis pour la première fois à la police d'espérer que les dernières minutes avant la disparition de l'équipe seraient enfin révélées sous un autre angle. Cependant, l'enquête n'avait toujours aucune certitude que l'enregistrement fournirait des réponses. Marisol restait une figure au rôle peu clair, à qui les enquêteurs ne se hâtaient pas d'attribuer une culpabilité directe. Les faits ne montraient jusqu'à présent qu'une étrange coïncidence avec son départ et son financement soudain, mais il n'y avait toujours pas de preuves directes contre elle. Néanmoins, c'est précisément grâce à ce nouveau tournant que l'enquête a eu à nouveau la chance de trouver des réponses à des questions qui étaient restées sans réponse pendant des décennies. Les enquêteurs étaient déjà habitués à rencontrer des impasses et d'étranges coïncidences, mais maintenant, pour la première fois, ils ont vu une réelle possibilité de s'approcher de la solution en utilisant une vieille cassette vidéo oubliée. Après que la vieille cassette vidéo a été envoyée pour examen, l'enquête a continué à étudier les documents d'archives. Le progrès technique, qui avait déjà aidé plusieurs fois auparavant à faire la lumière sur des pages sombres du passé, est redevenu la clé d'une autre avancée. Cette fois, les spécialistes du parquet ont décidé de se tourner vers les archives des opérateurs mobiles pour vérifier les derniers appels et messages effectués le jour de la disparition du bus. Le département technique du parquet a récupéré les anciens registres presque oubliés de la société Claro de septembre 2001. C'est ici, parmi des milliers d'enregistrements, que les experts ont soudainement trouvé un signal important, un écho de la carte SIM du chauffeur du bus, Sergio O. Selon les données techniques, le dernier écho a été enregistré par la tour Boa Vista exactement à 20h48. Cette tour n'était pas située près de la route principale, mais dans les profondeurs d'une zone désertique, à environ 25 km de la route importante la plus proche. Ce fait inattendu a complètement changé la perception de l'itinéraire, qui semblait initialement évident et direct. Jusqu'à ce moment, personne ne soupçonnait même que le bus aurait pu tourner brusquement vers la profondeur du désert. Lorsque les enquêteurs ont demandé pour la première fois des données sur la couverture du réseau Claro pour 2001, il s'est avéré que la tour Boa Vista avait été installée alors de manière expérimentale et n'était utilisée que pour des tests techniques. Les carabineros en 2001 ne connaissaient tout simplement pas cette tour, parce que les cartes officielles de couverture du réseau cellulaire dans cette zone n'existaient pas jusqu'au milieu des années 2000. Cela expliquait pourquoi une piste aussi importante avait été négligée il y a près de 2 décennies. Maintenant, à l'aide des méthodes analytiques les plus récentes et de données plus précises, la police a réussi pour la première fois à identifier le point où le bus a effectivement disparu des cartes et qui s'est avéré être loin de l'itinéraire prévu. En utilisant les services géographiques modernes de 2019, les experts ont pu préciser substantiellement l'emplacement du dernier signal. Le rayon de précision n'était que de 6,9 km et cette zone coïncidait avec le site d'une ancienne carrière abandonnée où l'on extrayait encore du salpêtre dans les années 90. Ces données semblaient trop précises pour être accidentelles. L'enquête a immédiatement porté son attention sur cet endroit. La carrière était abandonnée, mais représentait encore un réseau complexe de tunnels et de mines, cachés des regards indiscrets. Les anciennes cartes confirmèrent là que cet endroit était suffisamment éloigné pour que personne ne remarque l'apparition d'un bus. Pour l'enquête, c'était l'indice le plus significatif des dernières années et pour la première fois est apparue une référence géographique claire de la disparition à un lieu spécifique. Initialement,
L'enquête a supposé que le bus aurait pu être la proie de contrebandiers de salpêtre. Ce scénario semblait réaliste. Les structures criminelles pourraient utiliser des mines abandonnées pour stocker ou extraire illégalement des ressources. Le bus aurait bien pu tomber accidentellement dans un piège, se trouvant sur le chemin d'un groupe criminel impliqué dans la contrebande. Cependant, cette version s'est rapidement effondrée après vérification des archives du service géologique et de la police, qui ont confirmé que la carrière avait été définitivement fermée en 1997. Depuis lors, aucune mention d'activité criminelle dans cette zone n'avait été enregistrée, ce qui rendait la version de la contrebande extrêmement improbable et peu fiable. Cette hypothèse a de nouveau détourné l'enquête, mais a rapidement perdu de sa pertinence, ramenant l'attention de l'enquête à la ligne principale. Malgré cela, l'importance de la découverte sous forme d'écho mobile a poussé l'enquête à s'adresser au tribunal pour obtenir un mandat de fouille des mines et des anciens tunnels. Le tribunal a immédiatement fait droit à la demande, reconnaissant les nouvelles preuves comme suffisantes pour mener des actions d'enquête sur le territoire de l'ancienne carrière. Cette décision est devenue une étape juridique cruciale, et pour la première fois depuis de nombreuses années, les enquêteurs étaient sûrs qu'ils s'approchaient de preuves réelles. Les travaux préparatoires ont été programmés pour septembre 2019. Les enquêteurs étaient certains que c'est précisément dans les tunnels ou les mines abandonnées que l'on trouverait des preuves physiques de la disparition du bus ou de ses passagers. Tout le Chili suivait ce qui se passait avec impatience et tension, espérant qu'une réponse à la question qui tourmentait le public depuis près de 20 ans apparaîtrait enfin. Les travaux ont été programmés, et maintenant toute l'attention des enquêteurs, des journalistes et des proches des disparus était dirigée précisément vers l'ancienne carrière. Mais jusqu'au début des excavations officielles, il restait du temps que l'enquête a utilisé pour une préparation minutieuse. Chaque étape était planifiée avec le plus grand soin, car tous comprenaient que toute erreur pourrait détruire définitivement les dernières chances de trouver la vérité. Pour la première fois depuis des années, l'enquête possédait non seulement des versions théoriques, mais une clé réelle pour l'énigme, un lieu auquel personne n'avait pensé, mais qui était maintenant devenu l'endroit le plus probable du crime. C'était le dernier et le plus important espoir, basé sur des preuves techniques précises et une analyse détaillée des données. Maintenant, tous comprenaient. L'endroit clé avait été trouvé. Il ne restait plus qu'à confirmer son rôle dans l'histoire de la disparition du bus. Devant eux se trouvait l'étape finale de l'enquête, qui devait mettre un point final à l'affaire devenue l'une des énigmes les plus complexes de l'histoire de la criminalistique chilienne. Mais en attendant, l'enquête gardait le silence, gardait ses cartes près de sa poitrine et préparait soigneusement l'acte final de cette longue et compliquée histoire. La préparation des fouilles se déroulait dans un silence tendu, mais la police a décidé d'utiliser le temps restant jusqu'aux fouilles pour l'interrogatoire final de Sergio O, le chauffeur que l'on soupçonnait depuis les premiers jours d'en savoir beaucoup plus sur ce qui s'était passé qu'il ne le disait. Ce dernier interrogatoire devait clarifier définitivement son rôle dans les événements de 2001. Lorsque Sergio a reçu la convocation pour une confrontation au parquet, il s'est retrouvé de façon inattendue à l'hôpital avec des plaintes de douleurs aiguës au cœur. Il a été hospitalisé d'urgence dans une clinique privée où on lui a rapidement fait un examen cardiologique complet. Cependant, les résultats de l'examen étaient clairs et catégoriques. L'électrocardiogramme n'a révélé absolument aucune anomalie, les indicateurs étaient normaux. Les enquêteurs ont interprété cela comme une tentative du chauffeur d'éviter la dernière conversation et de gagner du temps. Néanmoins, l'enquête était prête pour cette manœuvre. Le tribunal a insisté sur la comparution, malgré les arguments médicaux de la défense, et l'interrogatoire a finalement eu lieu. L'avocat de Sergio a immédiatement demandé la récusation du médecin expert qui avait effectué l'examen à la clinique, affirmant que l'état de son client ne lui permettait pas de participer aux interrogatoires. Mais l'expert médical du parquet a rapidement démasqué la ruse. Il a établi que la tachycardie dont se plaignait Sergio avait été artificiellement provoquée par la caféine. L'analyse sanguine a montré que le conducteur avait consommé une forte dose de café juste avant l'examen. Ainsi, la tentative de simulation est devenue évidente pour toutes les parties. L'enquête a obtenu une preuve supplémentaire que Sergio tentait clairement d'éviter les questions et de gagner du temps.
sans avoir de véritable raison médicale pour éviter de communiquer avec les forces de l'ordre. Lors de la confrontation, le procureur a posé une question directe. L'autobus aurait-il pu subir des dommages susceptibles d'affecter son déplacement le jour de la disparition ? Pour la première fois depuis de nombreuses années, Sergio a prononcé avec hésitation une courte phrase. Peut-être que la direction aurait pu se fissurer. C'était la première micro-confession du conducteur, prononcée pour la première fois en 18 ans. La phrase a été soigneusement consignée dans le procès verbal. Les experts ont immédiatement commencé à étudier les caractéristiques techniques de l'autobus, essayant de comprendre si un tel dysfonctionnement aurait pu conduire à un changement d'itinéraire. Bien que l'aveu lui-même fût prudent et indéfini, l'enquête avait pour la première fois une raison réelle de douter de l'innocence totale de Sergio. Cependant, le procureur a fait une autre tentative pour sonder le terrain en exposant au conducteur une version alternative de ce qui s'était passé. Il a demandé à Sergio « Les participantes de l'équipe de Pom Pom Girls auraient-elles pu volontairement se diriger vers les carrières dans le désert ?» Cette question était une tactique, une tentative de provoquer une réaction émotionnelle ou une erreur de la part du suspect. En réponse, Sergio est resté silencieux, hochant légèrement la tête. L'enquête a immédiatement noté ce moment dans le procès-verbal comme un accord potentiel avec la version proposée. Cependant, les enquêteurs expérimentés l'ont perçu comme une autre fausse piste. Le conducteur était clairement heureux de saisir n'importe quelle opportunité pour détourner les soupçons de lui-même, sans offrir aucun détail concret. Exactement une semaine après la confrontation, des fouilles officielles ont commencé dans la zone de la carrière abandonnée, identifiée par les signaux mobiles de 2001. Pendant le nettoyage de l'entrée d'une des anciennes mines, un ouvrier a découvert quelque chose d'inhabituel. Une mallette métallique rouillée qui avait clairement séjourné sous terre pendant de nombreuses années. Elle a été immédiatement extraite à la surface, soigneusement placée sur une bâche pour un examen plus approfondi par les experts. Cette découverte est devenue la première et la plus significative depuis le début des fouilles. Les enquêteurs ne savaient pas encore ce qu'il y avait à l'intérieur, mais ils comprenaient que cela pourrait être une preuve directe liée à la disparition de l'autobus. La mallette métallique, couverte d'une couche de rouille et de saleté accumulée au fil des ans, est devenue l'objet numéro 1 pour les criminologues. L'enquête est immédiatement passée en mode de procédure spéciale, exhumation, signifiant une attention particulière aux preuves matérielles trouvées. La mallette a été soigneusement transportée au laboratoire de criminalistique, où il devait commencer son examen minutieux dans les heures suivantes. Le procureur a annoncé un niveau de secret élevé jusqu'à ce que les détails exacts du contenu de la mallette soient établis. La police n'a fait aucun commentaire aux journalistes, gardant un silence absolu et maintenant tout dans le plus grand secret. Tous comprenaient que la découverte pourrait définitivement résoudre l'énigme qui tourmentait l'enquête depuis près de 2 décennies, mais aucun pronostic ni supposition n'avait été officiellement annoncé. L'enquête a finalement déplacé son focus des preuves indirectes et des témoins de longue date vers un objet physique direct qui pourrait donner une réponse définitive. Maintenant, les enquêteurs avaient non seulement un témoignage, mais aussi un objet réel capable de faire la lumière sur les événements de septembre 2001. Il ne restait plus qu'à attendre que les experts annoncent les résultats de leur travail et révèlent le secret de la vieille mallette métallique trouvée profondément sous terre. C'est à ce moment que l'enquête, pour la première fois depuis de nombreuses années, s'est approchée de la solution, obtenant entre ses mains une véritable clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Les experts ont ouvert la mallette métallique et les résultats de l'analyse ont bouleversé tout le cours de l'enquête. Lors du procès, qui s'est tenu quelques mois après la découverte, les conclusions finales ont été annoncées pour la première fois, clôturant l'une des affaires les plus retentissantes de l'histoire de la criminalistique chilienne. La conclusion officielle de 21 pages du tribunal dans l'affaire RIT 1083-2019 était sèche et stricte. Le document constatait les faits clairement et sans émotion. La cause de l'incident était une défaillance mécanique de l'autobus de la compagnie Andes Tour. Les experts ont confirmé l'aveu de Sergio O. La barre de direction s'est rompue pendant le mouvement, après quoi le conducteur a perdu le contrôle de la direction. Selon la conclusion, Sergio a tenté de dissimuler l'accident et les conséquences de ses actions,
conscient que la panne révélée et le changement illégal d'itinéraire pourraient par là conduire à l'effondrement de sa carrière et de la réputation de l'entreprise. Incapable de contrôler la situation, Sergio O a pris une décision fatale: tenter de cacher le lieu de l'incident pour éviter la punition. Il a décidé d'éliminer ceux qui pouvaient raconter ce qui s'était passé, ce qui a finalement déterminé la gravité du crime qu'il avait commis. Cela est devenu la principale conclusion du tribunal, consignée dans les documents de l'affaire. Les fouilles de la mine ont confirmé les pires attentes de l'enquête. Les spécialistes en criminalistique ont extrait de la profonde carrière des preuves qui sont devenues des indices irréfutables. L'expertise médico-légale a enregistré des faits durs et laconiques. 3 objets ont été découverts avec des dommages correspondant à une chute d'une hauteur d'environ 30 mètres. Un autre objet, avec des signes d'asphyxie de nature mécanique, présumément par les mains. Le dernier, 5e objet, a été identifié par des plaques dentaires. Un traumatisme post-mortem dans la région du cou a été enregistré. Ces formulations de l'expertise sonnaient sèches, claires et sans émotion. Les médecins légistes ont confirmé que l'identification avait été effectuée avec la plus grande précision, excluant toute erreur. L'enquête a obtenu des réponses définitives aux questions qui tourmentaient tout le monde depuis 2001. Lorsque le juge a commencé à lire le verdict final, la salle est restée figée dans l'attente. À ce moment, Sergio, qui s'était maintenu calme jusqu'au dernier moment, a soudainement fait un mouvement brusque. Il a tenté de s'ouvrir la veine avec le bord tranchant du capuchon d'un stylo, préparé à l'avance et caché dans la poche de sa veste. Cependant, la garde a réagi instantanément, arrêtant ses actions. Cet épisode bref a duré quelques secondes à peine, mais il est devenu le point culminant de toute la tension accumulée au cours des années d'enquête. Sergio a été immédiatement escorté hors de la salle d'audience et le juge a continué à lire le verdict comme si rien ne s'était passé. Maintenant, l'impassibilité est le ton officiel. Après avoir lu les dernières lignes du verdict, le procureur a lentement fermé le dossier contenant les documents et a prononcé la phrase finale, mettant un point à cette affaire. Les documents de l'affaire ont été placés dans des dossiers en carton et rangés pour toujours dans les archives.